adieux des admirateurs. Ils étaient là depuis ce matin, devant l'Institut médico-légal, pressé contre les grilles. Une population de tous âges, de toutes catégories, beaucoup de jeunes certes, amenant une rose pour Senna ou 2 fleurs, en pensant aussi à l'Autrichien Ratzenberger. Des dizaines de bouquets anonymes, comme autant de visages tendus, de mots bouleversés et recueillis. Je l'aimais beaucoup. Il n'aurait pas dû mourir en Italie. Si on ne les arrête pas, ce sera un désastre. Malheureusement, ce ne sera pas le dernier. Ils ont tué Senna, dit la presse italienne. Et le circuit d'Imola, où l'on se recueille aussi sur l'endroit de la tragédie, a été mis sous séquestre par le procureur, ainsi que les 2 voitures endommagées. Une autopsie a été effectuée aujourd'hui. Les 2 corps sont alignés côte à côte dans une petite pièce, l'Autrichien et lui. Senna a le visage encore très gonflé. Cette autopsie et l'enquête qui se veut approfondie ont retardé le retour du corps vers le Brésil, ce moment qu'attendent toutes les télévisions du Brésil, du Japon ou d'Europe. Qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas, mais ce sont des mesures qui prennent les autorités italiennes judiciaires. Et naturellement, c'est très compliqué. Les Italiens se pressent ce soir comme s'ils avaient perdu un de leurs champions. Sans doute, en Italie aime-t-on la Formule 1, sans doute se sent-on vaguement coupable pour ce circuit d'Imola que le Brésilien avait pourtant déjà gagné 3 fois. Surtout parce que ces Italiens-là sont tout simplement quelques représentants anonymes des centaines de millions de spectateurs à travers le monde du sport le plus rapide et le plus dangereux d'aujourd'hui. Le président brésilien a déclaré 3 jours de deuil pour son pays qui ce soir encore est en état de choc. On imagine mal en effet ce qu'était là-bas la popularité de cet enfant de São Paulo, symbole de la réussite et de l'espoir pour des millions de Brésiliens. Sur place, nos envoyés spéciaux Laurent Bazin et Arnaud Dupuis. L'image a comme figé un pays tout entier. La Williams de Senna s'écrase contre le béton d'Imola et c'est le cœur du Brésil qui s'arrête de battre. À São Paulo, sa ville natale, le match phare du championnat de football est même interrompu, fait rarissime, le temps d'un hommage retentissant. Senna est mort, répètent inlassables radio, télé et journaux à des Brésiliens hébétés qui n'arrivent visiblement pas à y croire. Je suis triste. C'était un grand bonhomme. On espérait qu'il gagne le championnat. Maintenant, tout est fichu. C'était votre héros, votre idole? C'est terrible qu'il s'en aille si vite. Il nous laisse bien seuls. Sur les écrans de tout le pays, on multiplie les hommages. Senna était notre idole, notre magicien, répète TV Globo. Au cœur de Villa Maria, le quartier des fans attitrés du pilote, nous avons recueilli un autre hommage, celui de son ami et supporter de toujours, Valdir Mutrán. Il était le héros brésilien, mais pas seulement. Il était immense, il était mondial, et ça ne se discute pas. Aux yeux des Brésiliens, Ayrton Senna était donc bien plus qu'un champion du monde de Formule 1. Il était la preuve vivante que le Brésil peut gagner, ce qui dans un pays ruiné par l'inflation et la crise économique n'est pas rien. C'est donc presque un dieu que cette nation de 160 millions d'habitants s'apprête à enterrer. Ce matin, l'hebdomadaire allemand Welt am Sonntag a publié le dernier billet d'Ayrton Senna. Il se plaignait de l'insécurité croissante des circuits de Formule 1 et du manque d'expérience de nombreux pilotes. La mort de Roland Ratzenberger, écrit-il, est venue me donner raison de façon tragique. La compagne du Brésilien a elle aussi fait part du peu d'enthousiasme de Senna à quelques heures du départ. Pour un certain nombre de témoins, il y avait chez lui comme une prémonition. Laurent Coric. Vendredi 8h30, Ayrton Senna arrive sur le circuit d'Imola, assailli comme d'habitude par les journalistes. Une demi-heure plus tard, il est dans le baquet de sa Williams Renault à la recherche du meilleur temps pour décrocher la pole position. Comme d'habitude, il est au maximum de ses possibilités et de celles de la voiture. Résultat, tête à queue.
Vendredi 13h, Senna décroche le meilleur temps dès le début de la séance d'essai officielle et signe là sa 65e pole position. Et pourtant, le Brésilien se plaint de sa voiture. We know clearly that this car is not working as well as we wanted. Samedi 13h20, Roland Ratzenberger sort de la piste à près de 300 km/h et meurt quelques minutes plus tard. Immédiatement, Senna, qui n'a pas encore roulé, se rend sur les lieux de l'accident, mais se voit reprocher par les dirigeants de la Formule 1 de s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Du coup, Senna et quelques autres pilotes refusent de prendre le volant. Dimanche matin, juste avant le briefing des pilotes, il s'entretient en particulier avec Berger à propos de sécurité et de vitesse. Ils en parlent encore en sortant de leur tente. 13h50, quelques minutes à peine avant le départ, Senna est déjà dans sa voiture, concentré, mais aussi apparemment soucieux. 14h, départ, Senna s'élance en tête, mais derrière, Leto et l'ami s'accrochent violemment. La course n'est pas arrêtée et tous les pilotes se rangent derrière la voiture de sécurité pendant qu'on déblaye la piste. Durant 5 tours, à faible allure, Senna, comme les autres pilotes, sollicite ses pneus et ses freins pour les maintenir à la bonne température. 3 minutes plus tard, la course est repartie. Senna est en tête mais tire tout droit à plus de 250 km/h dans la courbe de Tamburello. La suite, malheureusement, on la connaît. Alain Prost, bonsoir. Bonsoir. Les derniers mots de Senna lors de la reconnaissance qu'il avait fait pour TF1 étaient pour vous. Il avait dit « Hello Alain, I miss you, tu me manques ». On connaissait votre rivalité, mais on sait aussi qu'il y avait beaucoup de respect de part et d'autre. Oui, il y a toujours eu certainement un respect mutuel énorme. C'est vrai que ces derniers temps, il n'a jamais été aussi proche de moi. Enfin, il n'a jamais été aussi proche parce que le fait que j'ai décidé d'arrêter l'année dernière, et bien toute cette rivalité sportive et même extra-sportive qui était presque à un moment exagérée par certains parce que ça arrangeait aussi beaucoup de monde, elle est tombée du jour au lendemain, du jour où j'ai décidé d'arrêter. Je dis pas qu'on est devenus amis, mais c'est vrai que ce qu'il a fait dimanche matin, ça m'a beaucoup surpris. Moi-même, je ne vais jamais serrer la main à un pilote. Je suis allé dimanche, juste avant la course, lui serrer la main, lui souhaiter bonne chance. Et j'en ai pas dormi de la nuit à cause de ça. C'était troublant. Mais c'est vrai que dans ses yeux et dans son comportement, c'était très très différent de ce qu'on a connu il y a quelque temps quand on était rivaux sur la piste. Il n'empêche que c'est quelqu'un que je respectais énormément, que je craignais sur la piste, et même si on avait des caractères très très opposés, c'est aussi pour ça qu'on était rivaux, qu'on se respectait, et sa disparition, c'est un petit peu une partie de, je dis pas de ma vie, mais de ma carrière, en tout cas, qui s'en va, parce que si je suis devenu ce que je suis, et sur le plan médiatique, c'est aussi grâce à lui. On a eu bien entendu besoin l'un de l'autre, et il a dit que je lui manquais, bien certainement il va me manquer à moi aussi. Cette appréhension qu'il évoquait et cette visite par exemple à l'endroit même où Ratzenberger s'était tué la veille, c'est-à-dire l'endroit où lui-même allait se tuer, c'est un sentiment que vous avez connu parfois? Oui, mais moi je crois qu'il a changé beaucoup. Les gens ne s'en aperçoivent peut-être pas vraiment, mais depuis quelque temps, il conduisait différemment et il appréhendait les choses différemment. C'est normal de toute façon avec l'âge, mais il était devenu beaucoup plus mûr. Et j'ai l'impression qu'il avait envie de s'occuper de problèmes de sécurité, alors qu'il y a quelques années, c'était un peu différent. Peut-être aussi la prise de conscience que les voitures étaient quand même devenues plus dangereuses, les circuits n'évoluant pas par rapport aux voitures, justement, ils ne pouvant pas évoluer, parce qu'il y a aussi un aspect économique, et donc peut-être qu'il était très conscient de ça. C'est vrai que je l'ai vu aussi peut-être un petit peu plus étrange et bizarre que d'habitude, mais malgré tout, c'est un incident mécanique, certainement, donc il faut arrêter le parallèle. Vous n'avez pas d'idée justement sur la manière dont ça a pu se passer, parce que vous avez connu les Williams Renault. Connaissant le virage, c'est pas du tout une erreur de pilotage, c'est pas du tout un endroit où il aurait pu faire une erreur de pilotage, ou en tout cas ça se serait passé différemment. Donc c'est certainement une rupture mécanique au moment où la voiture est inscrite dans la courbe, à un moment où il y a une petite bosse. Et là, il perd le contrôle. C'est le cas typique et le plus grave, bien entendu, parce que le pilote ne peut absolument rien faire, ni coup de frein, ni coup de volant, à une vitesse entre 250 et 300 km/h.
Alors on l'a vu un peu partout dans le monde, tout le monde est assez choqué, hein, que ce soit des amoureux de la Formule 1 ou des gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup. La presse italienne, on le disait tout à l'heure, a dit ils l'ont tué. La presse autrichienne dit arrêtez la folie. Et puis il y a des problèmes de décence. Il y a un certain nombre de gens qui se sont étonnés de voir la course repartir alors même qu'on savait que l'accident était gravissime pour Ayrton Senna. Oui, dans un cas comme ça, c'est sûr que bon, tout le monde s'emballe un petit peu et c'est difficile de garder son calme. À vrai dire, je n'avais pas très envie de venir ce soir parce que c'est très difficile. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on voit, on entend des choses. Il faut faire un peu attention. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est d'abord exceptionnel, il faut quand même le reconnaître, mais ça fait beaucoup réfléchir. Ça fait réfléchir tout le monde, ceux qui sont proches du sport et même les autres. Mais il y a eu quand même un amalgame de situations absolument invraisemblables. Et par contre, il faut essayer de rester serein et d'abord avoir beaucoup de pudeur pour ceux qui sont touchés. L'accident de Senna, c'est difficile de dire qu'avec des règlements différents, des voitures différentes, on aurait pu l'éviter. Il faut être honnête, c'est qu'une rupture mécanique, ça peut arriver. Mais il faut essayer, bien entendu, que ça n'arrive jamais. Mais ce ne sera jamais possible à 100%. Il y a des choses qu'on peut éviter, par exemple les ravitaillements. Qui ont été réintroduits. Qui ont été réintroduits pour une raison de spectacle. Et là, on peut dire ce qu'on veut. Tout le monde pourra me prouver le contraire, ça a été dit, ça a été répété, c'est pour augmenter le spectacle et on sait très bien que de toute façon ce n'est pas possible d'avoir des risques minimums. On met les ravitaillements mais on ne modifie pas les stands. On veut essayer de prendre des exemples sur les États-Unis en prenant les mauvaises choses et sans en prendre les bonnes, c'est-à-dire au moins de limiter la vitesse à l'entrée et à la sortie des stands ou d'élargir des stands, de faire des travaux. Et l'accident qui a eu lieu dimanche, c'est encore pour moi un petit miracle parce qu'il y a eu celui d'Alboreto. d'Alboreto, parce qu'on aurait pu avoir un accident encore plus grand. Ça, c'est des choses que l'on peut éviter à 100% et que l'on ne fait pas pour le spectacle et pour le business. Ça, c'est quelque chose que je dénonce personnellement parce que c'est pas normal. C'est toute la philosophie de la sécurité qui doit être mise en cause. C'est pas de dire, voilà, un accident mortel, ça pourrait arriver, ça arrive tous les jours sur la route, ça arrive dans d'autres disciplines sportives. Mais c'est toute cette philosophie qu'on a oubliée depuis 5-6 ans. Il n'y a plus de discussion. Les pilotes sont considérés vraiment comme des marionnettes qu'on met dans les voitures. Les voitures roulent de plus en plus vite. C'est vrai qu'il y a aussi une petite partie de responsabilité des pilotes qui ne se sont jamais vraiment unis pour faire corps. Mais là, aujourd'hui, il faut profiter malheureusement de cet événement dramatique pour quand même ressouder un peu les bases et essayer avant toute chose, de faire passer le côté technologique et le sport avant le business. Alors, il y a aussi donc la philosophie de la course, parce que est-il utile de continuer à aller chaque jour un peu plus vite, alors qu'en fait la compétition reste la même? Exactement, on peut se poser la question. C'est vrai que si on parle de technologie, à partir du moment où on peut changer les règlements, faire aller les voitures moins vite, et le meilleur sur le plan de la technologie, le meilleur constructeur ou le meilleur pilote sera toujours le meilleur. Donc on peut se demander, justement, mais c'est une réflexion qu'on se fait ou que je me fais depuis longtemps, les circuits ne peuvent pas évoluer constamment de toute façon. Donc il faut absolument limiter la vitesse des voitures, limiter l'appui aérodynamique. Dans l'accident de Senna, par exemple, si c'est une casse mécanique, on peut penser qu'en réduisant l'appui aérodynamique qui est énorme, à 300 à l'heure, vous avez plusieurs tonnes de charge aérodynamique sur la voiture. Donc on peut penser que si on réduisait cet appui, eh bien l'aspect mécanique, c'est-à-dire une suspension, une rotule de suspension, ça peut être le cas, je ne sais pas exactement, eh bien elle aurait pu résister. C'est dans ce domaine-là qu'il faut avoir des réflexions. Ce que j'ai peur, c'est qu'après un dimanche noir comme celui-ci, on prenne des directions comme ça, peut-être même d'une manière un peu plus médiatique qu'autre chose, et sans qu'il y ait une réflexion à long terme. Alors, semble-t-il, on a beaucoup travaillé depuis 10 ans, vous en savez quelque chose sur l'habitacle, et c'est vrai qu'on a vu des miracles, par exemple l'accident de vendredi, relève du miracle. Exactement le terme. On a vu des accidents ces dernières années, notamment depuis 2 ans, l'accident de Patrese quand il s'envole, l'accident de Fittipaldi quand il s'envole, et tout le monde a dit bêtement, voilà, les habitacles sont fantastiques. On a mis la technologie, cette nouvelle technologie avec les coques en carbone en pointe, et même certains constructeurs se sont servis de ces exemples pour dire, voyez, on est dans un domaine de technologie avancée, c'est fantastique, mais la vérité c'est que c'était des miracles, et qu'au même endroit que Ratzenberger est mort samedi dernier, Gilles Villeneuve, avec une coque en aluminium beaucoup moins solide qu'aujourd'hui, il y a 12 ou 13 ans, est sorti au même endroit à 300 à l'heure, il n'y a pas une égratignure. C'est ça le meilleur exemple. Il faut faire très attention, mais ça prouve aussi que quoi qu'on fasse, on ne limitera jamais les risques à 100% sur un circuit de Formule 1 et dans tout sport mécanique de toute façon. Et de toute façon, il y a la résistance du corps humain qui a ses limites. Exactement. Mais on peut diminuer par
part beaucoup. Et pour répondre à la question que je vous posais, Schumacher disait qu'il fallait arrêter la course à partir du moment où il y a vraiment un problème de décence et c'est vrai que, bon, personnellement, j'aurais été des Monil avec la même voiture, sans savoir exactement ce qui s'était passé sur la voiture de Senna, j'aurais jamais pris le départ. Je pense que j'aurais aimé que mon équipe me demande de ne pas prendre le départ. Et surtout, quand j'ai vu ces mécaniciens à terre dans les stands, là, je crois vraiment qu'à 10 tours de la fin, on aurait pu arrêter la course. Et les résultats étaient établis. Et ça, c'est un manque de respect énorme pour les gens qui font partie, qui sont partie prenante de ce milieu. Alors, merci beaucoup Alain Prost, restez avec nous parce que nous allons en reparler donc des conséquences possibles. Pour revenir à ce que vous disiez, l'Osservatore Romano, qui se trouve être le journal du Vatican, a critiqué vivement cette décision de ne pas interrompre le Grand Prix de Saint-Marin. Le spectacle a continué, écrit-il, et la mort en soi a été transformée en un spectacle brutal. Le pilote Michael Schumacher, qui a remporté ce Grand Prix, pense lui aussi qu'il fallait interrompre la course dès la mort de Ratmo aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un article un interview d'un dirigeant justement traitant mon sujet en disant qu'à une époque les pilotes se tuaient et comme ça régénéraient d'eux-mêmes et que maintenant on n'avait pas à se plaindre et que c'était du showbiz, que la Formule 1 était du showbiz, ça il y a 6 mois de ça. Donc voilà, ça fait réfléchir. Merci beaucoup Alain Prost pour ce témoignage émouvant d'un homme avec qui vous avez été en bagarre pendant 10 ans et que vous avez appris à bien connaître et je crois qu'il n'y avait pas meilleur interlocuteur que vous pour essayer de nous faire comprendre. Le PDG de Renault, Louis Schweitzer, a affirmé vouloir travailler sans délai à l'amélioration de la sécurité des pilotes de Formule 1. Quant à son associé de l'écurie Williams-Renault, c'est-à-dire Frank Williams, il a fait savoir il y a 1 heure qu'il continuerait d'être présent en Formule 1. Pour l'instant, il se déclare incapable d'apporter une explication sur les raisons de l'accident mortel de Senna. Un dernier mot encore pour vous dire que l'Argentin Juan Manuel Fangio, qui fut 5 fois champion du monde de Formule 1, a regardé la course mais ne sait toujours pas que Senna est mort. Il le considère un peu comme un fils. Il croit que son ami est toujours vivant et qu'on le soigne à l'hôpital. Il a 82 ans et son état de santé est précaire. Enfin, il faut savoir qu'un camion transportant des voitures de Formule 1 de Bertrand Gachot et de Paul Belmondo, qui venait justement d'Imola, a pris feu ce matin sur l'autoroute A40 en Haute-Savoie. Les voitures de course ont été descendues de la remorque et sauvées des flammes.